Bonjour, moi je m'appelle Olivier Marbeuf, donc je suis né en 1971 à Antony dans les Hauts-de-Seine à Paris, donc j'ai grandi en banlieue de Paris. En fait, j'ai pas de souvenir vraiment des Hauts-de-Seine, mais mon enfance était plutôt en Seine-et-Marne quand j'étais enfant, et puis après en Essonne. Alors pour la communauté guadeloupéenne de région parisienne, c'est des gros spots guadeloupéens. Donc moi j'ai grandi dans un espèce de paradoxe d'avoir grandi en banlieue de Paris, donc c'est la banlieue sud, qui est un peu plus verte que le nord et le nord-est, que la Seine-Saint-Denis, notamment où j'ai fait mon parcours professionnel pour l'essentiel. Et donc, cette Seine-et-Marne et puis après cette Essonne concentre des grosses communautés de la Caraïbe en général, martiniquais, guadeloupéens, mais aussi beaucoup de Guyanais, parce que il y a un peu de terrain et que ça permettait à la génération de mes parents, notamment de faire un peu de cultiver, comme on disait. Alors ici en France, on dirait faire son jardin, mais c'était un peu plus que ça. C'était vraiment cultiver. Nous, on est une famille nombreuse, on est 9, et mon père nous mettait au jardin entre guillemets, mais en fait comme au champ en réalité tous les week-ends. Et donc moi j'ai entretenu une détestation en fait de faire le jardin à cause de cette enfance où je jouais au foot et j'étais content d'avoir beaucoup d'activités pour pas faire dès qu'on avait un temps libre il fallait faire le jardin. Et mon père avait un rapport à la subsistance par le fait de cultiver le sol que j'ai compris après quand j'ai passé plus de temps en Guadeloupe culturellement. Et donc voilà, on avait ce jardin là. Et là, le paradoxe que je disais, c'est que j'ai grandi dans un microcosme très guadeloupéen, mais pas en Guadeloupe. Et donc c'est vraiment cette question de la diaspora, la maison Marbeuf, et beaucoup de gens qui venaient en Île-de-France, ils passaient par chez nous pour faire les fêtes, les communions. Donc pas mal de gens de la diaspora connaissent parce qu'on était un peu un lieu d'accueil. Moi j'ai grandi en famille élargie, j'avais des cousins à la maison, on était toujours plus ou moins une vingtaine à la maison. Donc voilà, c'est vraiment des modes de fonctionnement qui ont été assez marquants parce que les Guadeloupéens de la diaspora avaient un rapport très conservateur à la Guadeloupe. Comme toujours les diasporas, ils sont plus guadeloupéens que les Guadeloupéens, donc il y avait tout un ensemble de choses auxquelles ils tenaient, tout en étant baignés au quotidien dans la France des années 80 quand j'ai grandi, qui était, je peux pas faire de comparaison en termes de valeur, mais qui était très très raciste, ouvertement raciste. On est en train d'y revenir, donc je pourrais pas dire beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais beaucoup plus que toute une partie de ma vie. Là, on revient à un moment qui pour des gens est un peu étonnant avec l'expression raciste française, mais les années 80, il y avait un truc très décomplexé du racisme. L'humour à la télé était super raciste. Quand on revoit les émissions, on a du mal à croire que ça a pu passer à la télévision, à la radio. Il y avait quelque chose de très décomplexé. On se moquait des accents des gens, on se moquait de la couleur de la peau. Et donc nous, on était aussi, comme on était une bande, on est un clan, on était nombreux. À l'école, on était toujours plusieurs Marbeuf dans l'école. On a passé beaucoup de temps, mes premiers grands souvenirs, c'est qu'on passait beaucoup de temps à se bagarrer pour des problèmes de racisme. Parce que comme beaucoup de Guadeloupéens le font, et aussi les Martiniquais, ils ont l'obsession, en fait, d'une espèce de respectabilité qui fait que mon père ne voulait pas qu'on soit dans l'école du quartier où on habitait. Il s'est battu pour qu'on soit dans une meilleure école, mais on était les seuls noirs, en fait. Donc on a aussi vécu, moi tous mes copains après au quotidien, c'était des Antillais, des Africains, des Arabes, des Portugais. Qu'en fait, en gros, le tropisme de mon travail, c'est fait que j'ai grandi dans un espace extrêmement cosmopolite. Mais par contre, l'école, c'était vraiment l'école française, un peu d'excellence. Ça, c'est un peu une obsession guadeloupéenne, mais qui fait qu'on a beaucoup souffert aussi de comment on a traversé ce moment-là. Et moi, du coup, j'étais pas dans la même école que de mes amis proches avec qui je jouais au foot, par exemple. Donc j'ai eu cette espèce de double chose-là qui m'a beaucoup appris. Et pour le rapport à l'art, moi, comme je fais partie d'une famille nombreuse, j'étais un peu l'animateur de la famille, donc j'avais un public aussi à disposition. Et donc très jeune, j'ai fabriqué les jeux pour mes frères et sœurs, pour passer les vacances, parce qu'on était dans un milieu très très modeste, pour passer les vacances, pour passer les mercredis, etc. Je fabriquais des jeux et je faisais jouer mes frères et sœurs, donc j'inventais des jeux, mais je faisais aussi des petites éditions, des petits livres, des petites bandes dessinées. Donc j'avais un public à domicile, quoi. Et en fait, j'avais absolument pas de rapport à l'art à ce moment-là, au sens que mes parents viennent de classe sociale où la question du rapport à l'art n'était pas du tout quelque chose qui était important. Donc lentement, mon père a plutôt vu en moi un ingénieur en puissance. Mais ça, c'est vraiment aussi un tropisme d'une génération de chez nous. Hein. Voilà, t'es créatif, t'inventes des choses. Mon fils va être ingénieur, il dit pas il va être artiste. Ça, c'était de classe sociale que nous, hein, qui devenaient artistes. Hein. C'était vraiment un autre monde. Donc voilà, j'ai été emmené vers ça et j'ai fait des études de sciences.
en mathématiques, grand système, donc j'aurais pu devenir un chercheur en grand système mathématique, parce que moi j'ai étudié avant qu'il y ait Internet et j'ai à l'université vraiment travaillé sur le proto-Internet, sur la programmation. J'ai fait très tôt de l'informatique et on pourrait dire que mon premier rapport à l'art un peu primitif était lié au bidouillage et ça va m'accompagner jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à un qui bricole des choses et qui construit un parcours intellectuel et artistique basé sur le fait que j'ai jamais eu peur de me lancer dans des choses dans lesquelles j'étais pas spécialiste et formé. Dans un pays comme la France où on est obsédé par les diplômes, ça n'a pas été facile. Alors déjà, moi, il faut voir que comme mon parcours, il commence après professionnel autour de la vingtaine et c'est le début des années 90, il faut être conscient qu'il y a beaucoup moins de formation dans les disciplines artistiques que ce qui existe aujourd'hui, hein. La question de la formation en médiation n'existe pas, le commissariat existe pas vraiment sous forme d'études, des gens. Donc on pourrait dire que je suis autodidacte, mais dans un moment de l'art où beaucoup de gens le sont. Les écoles d'art sont moins développées qu'aujourd'hui, elles sont moins nombreuses. Donc on est vraiment à un moment où on peut pas dire que la majorité des artistes ont fait des écoles d'art, ce qui va 20 ou 30 ans plus tard être un peu différent. Donc c'est un paysage qui est différent. Et je trouve que d'ailleurs, j'en profite pour dire que la transmission d'époque et de paysage entre les différentes générations des travailleurs et travailleuses de l'art aujourd'hui, c'est ce qui manque. Je pense qu'on discute comme si on était tous sur un même plateau commun parce que tout le monde essaye de parler dans un espèce d'hyper présent. Moi, j'aime à dire en fait qu'il y a 30 ans, c'était très différent. Et c'est hyper important de le transmettre aux gens. Il y avait des avantages et inconvénients, mais c'était au moins très différent. Et je trouve que c'est intéressant de le savoir. Donc déjà, c'est beaucoup moins structuré, beaucoup moins formalisé. Beaucoup moins de gens font des études complètes, tu vois, jusqu'à un master pour arriver à faire, tu vois, bon, soit dans une école d'art, soit à l'université, une formation artistique. Des gens peuvent venir de différents domaines et des disciplines ne sont pas encore consolidées, notamment la question de la curation. Parce que là, on est encore dans la continuité, tu vois, de la conservation muséale. L'école du Louvre a déjà son système. Mais les curateurs, tels qu'on va les voir dans le moment contemporain, c'est des gens parfois qui font des études de lettres, parfois qui font des études de philosophie. Il n'y a pas de formation en curateur. Moi, j'ai pas commencé par ça, mais j'ai commencé par la même intuition que je t'ai raconté quand j'étais enfant. Je me suis toujours intéressé à un domaine artistique par deux aspects simultanément, qui sont aujourd'hui assez séparés en général, mais moi, dans ma vie, ont toujours été assez liés. Et je trouve ça logique, et je trouve ça encore plus logique de penser comme ça en tant qu'Caribéen. C'est penser l'idée de la production artistique elle-même et les conditions et outils de production. Je me suis toujours intéressé à comment on faisait les choses, comment on les fabriquait, et à chaque fois que j'ai eu accès à un art et j'ai commencé à m'investir, j'ai voulu savoir quelles étaient les conditions de l'autonomie. Et c'est ça aussi, et de la souveraineté, et c'est ça qui est mon inscription caribéenne la plus forte, et qui continue dans mon parcours. J'ai toujours voulu savoir comment on pouvait être autonome et souverain. Et ça m'accompagne, c'est aussi la signature de mon travail. Ça rejoint des questions politiques, évidemment, liées à la Caraïbe. Et donc, j'ai commencé, en fait, par être éditeur de bande dessinée. Parce que j'ai rencontré en fait un auteur de bande dessinée qui s'appelle Yvan Alakbé, qui est franco-béninois. Tous les deux, on était arrivés de la famille où le papa est noir et tout ça. Il s'est marié avec une femme française blanche. On avait des espèces de choses très symétriques. On se retrouve dans le même coin en banlieue sud de Paris, dans l'université de sciences à Paris 11. Et puis voilà, c'est des rencontres que tu fais un peu en miroir et on s'associe un peu. Il y a un moment un peu fusionnel, on a une vingtaine d'années. Et lui, il est déjà en train de faire des bandes dessinées à côté de ses études dans sa piole universitaire, il dessine. Moi, j'avais déjà dessiné dans ma vie, j'avais déjà fait pas mal de choses, mais en réalité, ça ne s'était pas consolidé vers l'idée d'un métier qui pourrait être ça ou un parcours, mais j'avais des pratiques. Je faisais de la musique notamment de la musique avec assistée par ordinateur à l'époque où les logiciels n'existaient pas, donc il fallait faire du code, il fallait bricoler des machines, c'était vraiment des trucs de bricoleur comme j'ai toujours fait. Je faisais ça, mais je voyais même pas ça comme un art, mais plutôt ça comme un truc de bricolage. T'arrives à faire de la musique à un ordinateur dans lequel personne te disait qu'on pouvait faire de la musique avec un ordinateur. Donc c'est pas comme avoir un logiciel, une interface, tout ça. C'est vraiment du bidouillage de code qui fait que ta machine, elle fait des sons. Alors après, voilà, j'ai développé une culture des musiques électroniques, expérimentales. Moi, tout mon travail vient d'abord d'une expérience vécue et après de se cultiver sur l'expérience. Donc, des gens vont voir dans mon travail une certaine forme d'érudition, mais j'ai toujours raconté que l'érudition, pour moi, elle vient d'abord d'expériences vécues. J'ai d'abord bricolé des choses, après j'ai lu, j'ai découvert d'autres artistes, j'ai fait des choses, mais d'abord c'est l'expérience, quoi. Donc, Yvan, lui, il veut être auteur de bande dessinée, et à l'époque, il n'y a pas Internet, hein, donc il prépare ses planches, il fait des photocopies, il envoie ça à Paris à plein d'éditeurs, et on attend des semaines, les réponses qui arrivent sous enveloppe.
Réponse négative, lettre type, tout ça. Et puis, au bout d'un moment donné, parce qu'on se fréquente, au bout d'un an ou deux, je lui dis, mais ça irait pas plus vite, les amis, qu'on fonde un éditeur, vraiment. Autour de nous, il y avait des gens qui écrivaient un peu, il y en a qui faisaient un peu de photos, il y en a qui faisaient de la BD. Tous ces gens-là venaient de milieux où, quelque part, l'art existait un peu, quoi, tu vois. Certains des familles de gauche, des classes moyennes, où ils avaient déjà des idées politiques, des idées artistiques. Moi, je venais pas du tout de ça. Le milieu de mes parents est très conservateur. Ils sont pas du tout, c'est des milieux populaires, pas du tout intéressés par l'art. Mais donc, j'avais un truc pratique en me disant, ça irait plus vite si on créait un éditeur nous-mêmes. Et là, ils me disent, oui, Olivier, t'es bien gentil, toi, mais bon, tu fais des maths, tu fais des bidouilles, là, amuse-toi. Nous, on est un peu des gens... Je dis, non, bah, ok, moi, dans un an, j'aurai un éditeur. Si vous voulez rejoindre mon éditeur, vous me faites signe. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, hein. J'ai fait un centre d'art comme ça, une maison de production de cinéma comme ça. Tout ce que j'ai construit, c'est de dire, ok, moi, je veux voir qu'est-ce qui nous empêche de le faire nous-mêmes. Parce que c'est le chemin le plus court pour réussir, de pas dépendre des autres. J'ai fait les éditions Amok, qui sont devenues assez célèbres. C'est le premier éditeur de bande dessinée qui a commencé à travailler sur des thématiques aussi de banlieue, de quartier, d'immigration, toutes les questions dans lesquelles nous on vivait. Et c'est de la bande dessinée avec investissement zéro, c'est-à-dire qu'on a commencé sans argent. Moi, j'ai fait faire des photocopies à ma mère pendant la pause déjeuner le midi. Elle qui était employée modèle administratif, elle tremblait en me rapportant chaque jour quelques pages photocopiées. Au bout de quelques semaines, on avait nos premières revues, nos premiers fanzines, nos premières bandes dessinées, tout fait en photocopie, mais on a fait de l'artisanat, on montait des couvertures, on a commencé à faire de la sérigraphie après, on fabriquait des objets qui sont maintenant à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France ou dans les collections, mais c'est vraiment des objets qui ont été faits à la main avec le principe investissement zéro. Donc là, on s'est dit, on est capable de faire. Tout ce que j'ai fait après a été lié à ça. Je suis devenu éditeur de bande dessinée, mais je savais pas ce que c'était qu'être éditeur réellement, donc j'ai dû l'apprendre en le faisant. J'étais pas du tout un spécialiste de la bande dessinée. J'ai commencé à faire une revue de critique d'art qui s'appelait Les Carnivores. J'avais jamais fait de critique. J'ai commencé à appeler des artistes que j'aimais bien, des cinéastes, des auteurs en disant, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer et tout au culot. Je récupérais de nos téléphones et puis j'avais après une semaine ou deux pour découvrir l'œuvre de la personne. Donc lire 10 livres, voir 10 films. Mais je faisais après des interviews et je me suis formé comme ça, avec une méthode comme ça. Ça a bifurqué, j'ai arrêté mes études de sciences, je me suis un peu lancé dans l'édition. Et plus tard, en fait, arrivé à un moment donné dans l'édition, les éditions Amok sont devenues assez grosses, ça a fusionné avec un éditeur belge qui s'appelait Fréon et c'est devenu Frémoc. Et là, moi, ce qui m'a un peu gêné, et ça m'a gêné dans tout mon parcours, c'est quand ça devenait une forme de compétition. Nous, notre éditeur, il est mieux que celui-là, il est mieux que celui-là. Moi, je me suis dit, ouais, ça c'est... Et à chaque fois que ce truc-là s'est cristallisé, je me suis dit, j'ai envie de faire encore un autre truc différent parce que ça, c'est vraiment le truc qui ne m'intéresse pas. Et les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, tu sais, l'art, c'est le combat, c'est une compétition. Moi, j'ai jamais pensé ça. Et on m'obligera pas à penser comme ça. Pour moi, la question, on a chacun des questions, on fait des œuvres parce qu'on a des questions en nous, c'est ça qui nous fait travailler, mais moi, c'est pas la compétition avec les autres qui me fait travailler, et donc j'ai senti que l'éditeur commençait à devenir connu, un peu, et puis après, c'était des espèces de combats, tu vois, de leadership, qui publie qui est visible où, et là, moi, j'ai arrêté, et j'ai monté un centre, j'ai pris ma retraite à 30 ans, j'ai dit voilà, c'est assez, j'arrête. Et finalement, j'ai relancé en venant habiter en Seine-Saint-Denis, au Lilas, j'ai relancé un centre d'art à partir d'une imprimerie qui était en bas de chez moi et qui était le même propriétaire que l'appartement que j'avais loué. C'était en 2000. J'arrive là en 2000 et le propriétaire est un ancien imprimeur qui était propriétaire du bâtiment où moi je louais un appart et d'un local d'imprimerie. Il venait de fermer son imprimerie et je le crois. On parle ensemble d'imprimerie. Il dit j'aimerais bien quand même voir l'espace. Donc il y avait encore les machines, tout ça. Et il voit que ça m'intéresse. Il dit mais ça vous intéresserait de reprendre l'imprimerie? Je dis je sais pas, mais en tout cas je veux bien reprendre le lieu et je le reprends avec comme toujours absolument pas d'argent pour même payer le premier loyer. Donc je dis ok, on reprend et laissez-nous 3 mois sans loyer, et moi je rénove l'endroit. Comme ça, quand on vous le rendra, il sera rénové. On a rénové, et puis on a fait l'espace Kiasma, donc qui a duré jusqu'à 2018. Donc c'était une grande aventure de presque 20 ans dans ma vie, d'un centre d'art visuel, de littérature contemporaine, de rencontres, avec l'idée aussi, comme je le pense toujours aujourd'hui, de rassembler les gens autour de certaines choses. Ici à Paris, c'est un lieu très important, parce qu'en fait, pour les questions qui nous intéressent, les questions de sexualité, les questions raciales, les questions postcoloniales, c'est le premier lieu et c'est un peu une des références. J'ai pu constater que même un lieu qui ferme en 2018, en 2025, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. Donc l'histoire s'efface très vite, pourtant, et Internet contribue à ça, paradoxalement. Je l'ai découvert à mes dépens. C'est-à-dire que si nous, on produit pas nos propres archives de ce qui a été fait, tu vas avoir plein de choses qui sont aujourd'hui, qui sont en fait des choses qui ont été reprises de ce que faisait Kiasma.
Les gens vont te le dire pour les plus anciens et les gens plus jeunes te le diront pas. Parce que, en tout cas, toute une jeune génération qui après a commencé à faire des choses dans des grandes institutions est venue à Kiasma. C'était l'endroit où on pouvait voir ce type de choses-là. Certains le reconnaissent volontiers, hein, d'autres ils sont un peu plus oublieux, mais en moyenne. Mais je vois en tout cas que l'idée de l'espace Kiasma comme centrale sur la scène post-coloniale, décoloniale, qui va être suivie après par l'arrivée de la colonie Barré, le projet de Kader Attia, sont des deux grands projets à Paris indépendants. Moi, c'est vrai que quand Kiasma s'arrête en 2018, paradoxalement, je suis à point pour diriger ou être curateur en chef d'une grosse institution en France. Et ce qui va surprendre des gens, c'est que moi, c'est pas mon parcours, c'est l'autonomie et l'indépendance. Une fois que j'ai terminé Kiasma, moi, je veux soit refaire un truc où on est de nouveau autonome, mais je veux pas aller travailler, je citerai pas les noms des endroits qui sont en train de récupérer nos héritages, etc. Donc là, ça va aussi créer un clivage entre des gens qui, eux, la période étant maintenant à point et nos histoires et identités étant à la mode, vont aller les vendre dans des grandes institutions françaises, en profiter en quelque sorte. Moi, ça me pose pas de problème parce qu'on a créé les conditions pour qu'ils puissent le faire. Ce qui me pose un problème, c'est qu'on n'a pas bien transmis en fait l'histoire et que des grands programmes qui existent aujourd'hui, ils viennent des nôtres en fait. On a fait un travail, il faut qu'on le sache, que si on l'oublie, on se fait raconter une autre histoire par des gens qui récupèrent nos histoires. Ils disent, voilà, nous, on vous a ouvert la porte. Non, ils n'ont pas ouvert la porte. Nous, on a éclaté les fenêtres, on a cassé la porte, on a cassé toutes les portes, et ils ont été bien obligés de laisser rentrer des gens. Évidemment, ils ont préféré pas laisser rentrer des gens de mon profil, et laisser rentrer des gens qui venaient après, qui étaient un peu plus capables d'accepter certaines conditions. Après ça, moi, j'ai aussi développé en parallèle de Kiasma, qui était un centre d'art visuel très lié à la question de la performance et de la vidéo, une maison de production de cinéma qui s'appelle Spectre Productions, où là, j'ai produit une 60aine de films. Donc c'est un assez gros travail, films d'artistes, des films dans le domaine de l'art, pour les biennales, plutôt en art contemporain, et puis du documentaire et des fictions après. Et là, pareil, Spectre est devenu un truc un peu important, mais l'outil, c'était une société de production. Et moi, au bout de cette séquence-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de repenser les outils avec lesquels on travaillait, et pas simplement les contenus. On pourrait te dire, ce qui est important pour nous, c'est de parler de certaines histoires, exhumer des histoires invisibilisées, montrer... Très bien. Mais il faut aussi qu'on arrive à renouveler les outils, parce que dans l'outil, il y a toute l'histoire et la politique contre laquelle on lutte. On croit qu'on lutte que sur des récits. Ça, c'est pas vrai. Les récits, ils sont cristallisés dans des infrastructures. Et donc, quand tu vas prendre, c'est Audre Lorde qui dit, voilà, on peut pas démonter la maison du maître avec les outils du maître. Et là, je suis complètement d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu prends les outils du maître, tu arrives à une limite. Parce que c'est quand même, tu peux les déformer jusqu'à un certain endroit, mais ils finissent par appartenir à un certain monde et à te ramener toujours à finalement participer à ce monde-là. Donc mes réflexions, voilà, depuis les années 2000 et mon travail d'écriture, ce que j'ai beaucoup écrit à ce moment-là, c'est que j'ai voulu faire d'une part l'archive de ce que j'avais fait pour qu'elle puisse être transmise, une archive critique, d'autre part développer des idées et des principes de comment on pourrait s'organiser et comment on peut penser la suite maintenant, pour pas peut-être continuer à participer à des manières de faire qui, mine de rien, nous alimentent avec notre imagination, nos formes, etc. Mais les objets eux-mêmes vont pas dans la direction qu'on veut. Et on voit bien aujourd'hui avec l'émergence du capitalisme autoritaire avec Trump, compagnie, que toute la séquence où on nous a servi que c'était notre tour, ça allait bien se passer. Moi, j'ai des enfants qui ont la vingtaine. Eux, ils ont vu que des progressions sur les questions raciales et sexuelles. Eux, tu vois, depuis qu'ils sont jeunes adultes, ils ont vu que des trucs qui avancent. Mais sauf que là, il y a le backlash qui arrive et il est puissant. Ils avaient jamais vu de backlash, en fait. Moi, j'en ai vu plusieurs déjà dans ma vie. Je sais bien que quand on monte, ça redescend. On sait que les années 80, ça démarre sur le cimetière des années 60-70 où c'est monté très haut. Où beaucoup des idées dont on parle aujourd'hui sont énoncées, travaillées à cette époque-là. Les gens oublient, on est déjà, en fait, dans les questions de race, de sexe, de ça. Mais du coup, boum, arrive une révolution conservatrice avec Thatcher, avec Reagan, etc. Ils vont nous faire revenir en arrière, on va devoir remonter de nouveau. Et je trouve que le pic, c'est vers les années 2010, 2015. On arrive à un moment donné où on a l'impression qu'on a gagné la bataille culturelle. La contre-attaque, elle est là aujourd'hui. Et je pense que quand tu n'as pas vécu ces montagnes russes-là, quand tu prends ta première contre-attaque, moi je le vois plutôt avec mes enfants, mais même avec des gens un peu plus âgés, c'est difficile parce que tu t'attends à ce que finalement la société, elle évolue. Tu te dis, tu vois, regarde, ça change, jusqu'à un certain point, mais faut pas croire que les gens qui sont en place vont nous laisser la place, hein.
Ils vont pas nous laisser la place. Moi, je le dis, je l'ai répété. Et le pari de se dire, ouais, mais Olivier, je comprends que vous, à votre génération, vous êtes battu pour créer les conditions, mais nous, aujourd'hui, ça va avancer. Bah là, moi, des jeunes collègues, certains que j'ai eu comme étudiants ou que j'ai accompagnés comme artistes, là, ils découvrent un moment un peu nouveau pour eux, où il va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait pour protéger ce qu'on a. Parce que les avancées qu'on a sont en train de reculer, et ça va se passer partout dans le monde, hein, parce que Trump, il donne un signal, et la France va faire pareil. C'est-à-dire que ils ont plus besoin de nous, là, tout d'un coup. Donc, comment tu fais quand tu as eu un espèce d'aspiration où c'est toi un peu l'actualité? Il y a des gens qui en 5 ans sont montés très haut, mais tu crois que ça dépend que de... Si tu crois que ça dépend que de toi, c'est que tu es un peu un imbécile, quoi. Ça dépend aussi d'une conjoncture, et la conjoncture, elle se retourne très vite. Et moi, je pense qu'on passe à un moment autre dans lequel ça peut être intéressant, hein. On doit comprendre comment on fait durer, sauf qu'en fait, comme on a donné beaucoup de notre travail à d'autres, moi qui défendais la question de l'autonomie, je sais pourquoi je le pensais. Parce que je dis, le jour où ils voudront plus de nous, qu'est-ce qu'on aura? On n'a plus de lieu, on n'a pas d'outils de production, on n'a pas d'éditeur, on a quelques héritages, tu vois, Someboy, quand il a créé Histoire Crépue, voilà, Someboy, c'était un public de Kiasma. Lui, il a compris cette idée-là qu'il fallait qu'on ait une chaîne organisée de manière autonome. C'est quelques-uns qui ont compris ça. Parole d'honneur l'ont compris. Sur YouTube, il y en a plusieurs qui ont compris de dire, quand ça va être un peu chaud, on a intérêt à avoir quelques bases qui sont à nous. À Paris, on n'a plus de lieu, hein. On s'est fait dégager de tous les lieux, on n'a plus de lieu. Paris n'est plus une ville où on a vraiment des lieux qui seraient dédiés aux cultures afro-caribéennes, tu vois, à dire indigènes, quoi. On a presque plus de lieux. Donc c'est vrai que ce moment de contre-attaque nous montre que même quand ça se passe bien, il faut que tu mettes tes œufs dans le bon panier pour consolider ta place, parce que ça va pas toujours se passer bien. Et là, j'ai pas mal de gens qui s'en rendent compte et qui se sentent un peu démunis, voire qui pensent que il y a encore moyen de gratter encore un peu, qui est quand même la pire des choses à faire. Là, il faut quand même avancer sur d'autres conditions. Et là, pour la Guadeloupe notamment, moi, l'intérêt pour moi, c'était de revenir de plus en plus au pays pour construire les conditions de notre souveraineté, quoi. Pour pas qu'on soit piégé et pas qu'on se retrouve entre les mains de quelques mecs riches blancs qui viennent acheter tout le monde parce qu'on est fragile, quoi. Déjà, en fait, il y a l'idée pour moi, que j'ai toujours eu ça en tête, de dire, pour moi, les diasporas, c'est des extractions de notre puissance guadeloupéenne pour la Guadeloupe, et que là, quand on parle de réparation tout le temps, la première des réparations, c'est le retour des diasporas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère nos gens avec des savoirs qu'ils ont acquis autre part. Puisqu'en fait, la France a fait l'inverse. La France n'a fait que extraire nos savoirs au service. Moi, j'ai participé à rendre la scène de Paris intéressante. Ça, j'ai passé une grande partie de ma vie à contribuer à ce que les gens, de nouveau, reviennent à Paris. Paris n'était plus un centre par rapport à Londres et à d'autres endroits, n'était plus un centre de l'art dans les années 90-2000. Paris a repris du poil de la bête aussi grâce à nous. Donc, quelque part, je sais comment on fait une scène et on a contribué à ça. Donc, quelque part, Paris m'a coûté quelque chose. Évidemment, quand je vois l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou, je pense qu'on parle pas de la même histoire. Parce que moi, je suis de Paris et l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire institutionnelle qui est pas la vraie histoire de Paris Noir. Mais c'est un marqueur, Paris Noir. Pour moi, c'est une année zéro. Je dis aux nôtres, officiellement, ça peut plus se dérouler une deuxième fois comme ça. Paris Noir montre, pour moi, c'est l'exposition qui montre notre niveau d'impuissance. Moi, j'espère, et je le dis officiellement, c'est la dernière fois que ça se passe comme ça. Ça veut dire, on peut pas faire des trucs sans nous et sur nous. On n'est pas des petits gamins. On n'a même pas à se sentir honoré, quoi. Où est-ce qu'on en est, tu vois? Moi, ça, c'est ce qui est, je vois négatif. Je me sens déboussolé par l'honneur que ressentent les nôtres. Alors, il n'y a pas que les nôtres, mais il y avait les nôtres dans cette histoire-là, à être invités dans ce cadre-là, qui est pour moi un échec. On devrait être au niveau où c'est nous-mêmes qui nous racontons. On devrait raconter les Antilles à Paris par nous-mêmes. On a fait beaucoup de choses. Là, de nouveau, ce qu'on a fait est extrait par une institution, par une curatrice blanche pour le raconter, et on est censé être content. Moi, là, ça me fâche. Je me suis dit, là, on n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. Tu m'aurais dit, il y a 20 ans, je te dis, moi, j'ai vraiment un sens du rapport de force. Je dis, on peut pas sortir du bois comme on veut, tant que le rapport de force nous est vraiment pas favorable. Moi, j'ai attendu de voir l'émergence, il y a toute une nouvelle génération, et c'est un truc de masse critique, tu sais, hein. À un moment donné, on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Donc c'est un truc de nombre. Quand t'es très minoritaire et t'es isolé, c'était mon cas, tu peux assez rapidement briller comme une singularité, et tu peux faire entièrement ton parcours comme ça. Moi, j'avais complètement les moyens, et j'ai eu les sollicitations en ce sens-là, d'être le curateur et l'intellectuel caribéen de Paris. C'était tout tracé.
C'est pas ça que j'ai voulu faire, et moi j'attendais du coin de l'œil de me dire où est-ce qu'elle la relève et comment on transmet. Quand on est arrivé à être beaucoup plus nombreux, que ce soit les personnes afrodescendantes en général, africaines ou afro-caribéennes, là moi j'ai vu le moment, et là la scène guadeloupéenne, j'ai commencé à me réintéresser en me disant là quelque chose se joue parce que la masse critique peut nous être favorable. On est un peu plus nombreux. Si on s'entend, on peut commencer à parler d'une seule voix et avoir de la force. Parce qu'avant, moi, je pense que je suis pas, voilà, j'ai un sens de la stratégie. Je savais très très bien qu'on n'était pas assez nombreux, trop dispersés, trop fragiles. Quand j'ai commencé donc à rentrer en Guadeloupe aussi pour faire une connexion des deux côtés et essayer de réfléchir à une scène guadeloupéenne à ceux qui étaient là, j'ai trouvé une scène archi divisée. J'ai trouvé que la scène de l'art était la loupe de tous nos défauts. Là, je vais être sincère. C'était la loupe de notre propension à nous embrouiller entre nous, voilà, notre rapport conflictuel, nos susceptibilités, notre arrogance dès lors qu'on a fait quelque chose. C'est un truc que moi j'aime mon peuple et je connais les miens en fait. Donc on a des défauts et des qualités. Là, l'art contemporain est une loupe de nos défauts. Je trouve qu'on a sous-utilisé nos qualités, nos histoires, nos éducations. D'ailleurs, ceux qui se retrouvent aujourd'hui à faire des choses, c'est parce qu'ils ont une éducation qui est la même, en fait. C'est-à-dire, ceux qui ont eu des familles derrière et des éducations guadeloupéennes, eh ben, ils arrivent à se trouver sur des valeurs qui sont celles de nos grands-parents et de nos parents, et à les renouveler aujourd'hui avec des nouveautés, avec de nouvelles manières de faire. On va pas répéter des choses qui ne vont pas, mais on est quand même tenu et on est pris dans une trame d'éducation, quand même. On est en rapport avec les nôtres. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai trouvé ce truc d'hyperdivision, du chacun pour soi, d'une espèce de truc. Et puis, il y a une propension je sais pas, je veux dire, à se détester les uns les autres. T'arrives là, tout le monde te dit, mais Olivier, mais no way, t'arriveras jamais à rien faire en Guadeloupe. Si je te dis ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à revenir régulièrement, moi, j'ai même honte pour le pays qu'on puisse dire ça. Moi, je viens d'une grande famille guadeloupéenne, donc les gens n'avaient pas non plus à me dire ce que j'avais à faire. Les Marbeuf, c'est pas n'importe qui. Et donc, à un moment donné, tu me dis pas, tu t'as rien à faire ici. Les gens n'osaient pas trop dire ça, mais disaient, amuse-toi, Olivier, ce que t'as fait ailleurs, ça n'arrivera jamais à le faire ici. Et ça, des gens qui se permettent de dire ça, je trouve que c'est grave. Tu peux le penser, tu peux le ressentir, tu as des très bonnes raisons de le penser et de le ressentir, mais le poser comme ça définitivement, je veux dire, ça faut être sérieux, quoi. Je veux dire, moi, toute cette analyse-là, je peux la faire tout seul. Je vois bien comment sont les gens. J'ai une famille là, je sais comment on est entre nous. Mais si tu prends l'aspect le plus négatif du Guadeloupéen et t'en fais un principe même si tu poursuis le phénomène colonial qui n'a fait que gouverner en amplifiant nos défauts. C'est-à-dire gouverner en divisant, et donc en travaillant sur les éléments dans la culture guadeloupéenne, les traumas, le manque de confiance, les rapports de classe, les rapports un peu claniques qui sont activés. Si nous, en fait, on dit c'est ça la Guadeloupe, évidemment, on va rien réussir à faire. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est une culture de l'entraide, du coup de main. Moi, je te dis, je venais d'une grande famille en Seine-et-Marne qui était un spot quand même d'arrivée des Guadeloupéens à Paris. Et donc, on était 20 à la maison tout le temps, des cousins qui arrivaient, qui repartaient, qui venaient chercher des plans pour se loger, machin. Il y avait de l'entraide, en fait. Moi, quand je suis rentré au pays, j'ai pas trouvé l'entraide que j'avais trouvé dans la diaspora, dans laquelle j'ai été éduqué. Et donc, je me suis dit, désolé, ça existe, mais je sais pas ce qui s'est passé. Faut qu'on regarde de plus près. Je pense qu'il y avait ça. Après, l'autre chose que j'ai vue aussi, c'est que les différentes expériences des Guadeloupéens dans le monde n'avaient pas été rassemblées. C'est-à-dire que la Guadeloupe de Guadeloupe, les Guadeloupéens de Guadeloupe avaient une expérience qui était très différente de la nôtre, mais ça n'avait pas infusé, tu vois. Là, il y a des îles de la Caraïbe, ça va être vraiment Jamaïque, ça va être un endroit où quelque part la diaspora a infusé et a construit une entité hybride entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Là, moi, j'ai trouvé la scène dans un mode de fonctionnement segment court, tu vends au médecin, tu vends tes œuvres au médecin du coin, tu réfléchis à un marché court, tu es en train de jouer avec les petits riches du coin et on les flatte, même si ces gens ils sont en train de pourrir notre société, faut les flatter pour leur vendre des œuvres. Moi, tu vois, ça, c'était pas réfléchir à comment on pouvait avoir à la fois plus d'ambition, être plus solidaire. Donc ça, au départ, j'avais une vision qui était pas négative, mais on m'a renvoyé beaucoup de négativité. Plus on s'est mis au travail, plus on a passé de temps ensemble, et finalement assez rapidement. Et en créant notamment ce réseau indépendant des travailleurs et travailleuses des arts visuels en Guadeloupe, RITA, plus on s'est rendu compte que quand on passe du temps ensemble, on se renforce, on est fort, on a des capacités. Donc le côté positif aujourd'hui, c'est qu'on a une masse critique de gens talentueux. Mais ça, c'est jamais assez. Parce que s'ils sont dispersés, ces gens talentueux, et qu'ils se font un peu la guerre, et que la mentalité guadeloupéenne qui dit il n'en faut qu'un seul en haut, et quand je suis en haut, je fais tout pour que personne monte,
Si c'est ça, même si on est nombreux à avoir des capacités, ça créera pas une scène, ça créera pas une force. Donc c'est-à-dire que tous les ingrédients positifs sont là, mais tous les éléments négatifs sont activables, et le marché de l'art et l'État français appuient là où ça fait mal. Tout ce qu'ils organisent sont faits pour renforcer, même s'ils te le diront jamais comme ça, pour renforcer les effets de compétition, pour mettre les gens les uns contre les autres, etc. Donc moi je pense qu'on a, en tout cas sur cette scène-là, quand je la découvre, je me dis merde, ça peut être l'enfer au quotidien, mais on a un horizon. Et là, cet horizon-là, même en quelques années, il se dégage, il s'organise. Tu enlèveras pas le tropisme de certains d'avoir un certain type d'attitude parce que c'est leur gagne-pain. Parce qu'il y a des gens, en fait, que la Guadeloupe, ce soit une scène pourrie, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont fait leur trou en rendant la scène médiocre parce que eux, ils trouvent leur place en faisant ça. Je l'ai compris. C'est les gens même via lesquels je suis allé, hein. Moi, j'ai pas de problème là. Mais je sais très très bien qu'en fait, le maintien d'une espèce de mini-royaume un peu chaotique, c'est bien mieux pour eux qu'une espèce de scène forte, transparente, où par exemple les appels d'offres sont connus de tous, où on partage les plans. Et tout le système de partage, il y en a qui ont fait leur parcours en ne partageant rien. Donc dès lors que tu es sur faire circuler de l'info, être solidaire, s'accueillir les uns les autres, et moi je l'ai vu à la Biennale de São Paulo où j'ai été invité, j'ai pris cet exemple-là qui était assez intéressant. En tant qu'invité à la Biennale, où je réalisais une œuvre, j'avais une invitation pour une des performances du programme d'ouverture qui était à la Casa de Povo, qui est donc un lieu d'art de grosse performance. On se ramène avec mon ami, on avait chacun nos places, et il y avait le collectif de Wendy Zeibo, avec Anaïs Cheleux, tout ça, qui arrive aussi. Eux, ils étaient 8 en tout. Et donc, moi, je demande au directeur que je connais, ouais, tu peux pas me trouver 8 places en plus, on a un blog guadeloupéen, là, il me dit, ah non, aujourd'hui, non, demain, ouais. Et je dis, bah, moi, j'ai rendu mes places, et il dit, donne-moi 10 places pour demain, et on revient tous demain. Eh ben, les jeunes qui étaient là, ils se sont dit, mais ça, c'est un truc de malade, et je dis, non, ça, c'est la Guadeloupe, hein, les amis. Ça, c'est le truc qui devrait être notre base, en fait. C'est-à-dire, on est ensemble. Si on avance ensemble. Résultat, à la Biennale de São Paulo, on était le territoire le mieux représenté en étant une petite île. Parce que c'est le comportement qu'on a les uns avec les autres qui fait que d'un coup, ils disent, ah, il y a un truc avec les Guadeloupéens, là, tu vois, ils font masse, ils sont ensemble, etc. Alors que la scène de l'art a fait tout pour diviser en disant, mais toi, t'es super, bon, lui. Et moi, j'ai vu et j'ai vécu, et David le sait ici sur la scène de Paris, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de France, qui se permettent de dire à un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne, il faut pas trop lire ou s'occuper de ce que disent ces gens-là. Tu laisses quelqu'un de l'extérieur te dire ce qu'il faut faire par rapport au travail d'un autre Guadeloupéen? Moi, je lui dis, non, mais sans déconner. Vous avez la Guadeloupe la main sur le cœur, mais arrêtez un peu. Faites-le pour de vrai. Moi, dans mon époque, comme j'étais éduqué, le mec commence à parler, je dis, tu vas t'arrêter, tu me parles d'une autre personne guadeloupéenne, soit je la connais, soit je la connais. Si je la connais pas, j'irai la voir moi-même, en fait. Par contre, je laisse pas un petit Français ici me dire qu'il faut pas aller voir ce travail-là ou il faut pas lire ce travail-là. Les gens ont laissé faire ça. Je pense que c'est derrière nous maintenant parce qu'on a réagi. On a dit, on va pas laisser, on en a parlé là où ça se passait, tu sais, en Bafeille. On a dit non, mais il faut en parler. Il y a des gens qui sont venus dire ça. Comment on réagit? Moi, si tu me parles de gens du pays, donc moi je dis attends, moi je t'arrête. Qui tu es pour dire ça là? Que ce soit mon ami ou pas, hein, tu dis déjà, moi je vais pas aller, parce que ce truc-là fait un tel effet qu'il y a des gens sur la scène de Paris que moi j'ai mis 5 ans à rencontrer parce qu'on leur avait dit ouais mais bon il y a la ligne dure, il y a les boss, il faut pas aller les déranger tout ça. Sauf qu'en fait moi j'avais 1000 plans à leur filer à ces gens-là. De dire fais gaffe, fais ça, fais plutôt ça, applique là, regarde il y a un truc ici. Quand on s'est rencontrés ils se sont dit waouh j'aurais pas cru, mais t'as pas cru parce que t'as écouté des gens te dire des choses qui avaient intérêt à ce que nous entre nous on se parle pas et on se rencontre pas. Donc ça cette leçon-là je pense qu'elle commence à être entendue. On l'a pas fini parce qu'en fait, nous, le système est habile, mais elle commence à être entendue. À cette condition-là, la scène guadeloupéenne, elle a un gros potentiel. Mais pour moi, le potentiel, c'est pas les individus, c'est nos liens entre nous. C'est nos liens, c'est comment on est reliés. Sinon, on a cette propension, et j'ai aussi vu cet aspect-là en Guadeloupe, quand t'as un peu fait les choses, on devient un peu trop vite arrogant. Et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour mon peuple. On devient un peu trop vite arrogant. Ça va, t'as fait 3 trucs, faut arrêter un peu de se comporter comme ça. On pourrait avoir un peu plus d'humilité, parce qu'on a un tel besoin de reconnaissance que c'est comme si le bouton est cassé, quoi. T'es un peu reconnu et tu te prends pour je sais pas quoi, en fait. Tranquille, quoi. Tranquille. C'est la route est longue, hein. La route est longue, faut pas compter qui émerge vite, faut compter qui reste longtemps. Moi, je dis, ça fait 33 ans que je fais ce métier. C'est très dur de faire ce métier très longtemps. C'est très très dur. Donc il faut avoir tissé des liens qui, quand t'es dans la merde,
Quand t'es dans le creux, quand ça marche un peu moins bien, pour une raison ou pour une autre, t'as des gens sur qui tu peux t'appuyer pour te filer les plans qu'il faut pour te remonter, quoi. Si t'as pas fait ça, quand tu te casses la gueule et tu sors, hein, on te voit plus, hein. Moi, au moment où j'ai commencé aujourd'hui, je connais très peu de gens qui font encore ce métier. C'est très dur de le faire longtemps, en fait. Aujourd'hui, c'est plus facile de monter très vite, parce qu'on te crame, en fait. On va te brûler pour faire un feu d'artifice, quoi. Mais pose-toi la question, les gens, 10 ans après l'école, ils sont où, là? Tu vois, 5 ans après l'école, 10 ans après l'école, 15 ans après l'école. Regarde, hein, tu vas voir. Tu trouves de moins en moins de gens, parce que la scène n'est pas faite pour entretenir un parcours long. T'aider à évoluer aussi, et pas à faire tout le temps la même chose, à changer sans le risque de dire on reconnaît plus le travail d'un tel, donc on ne le suit plus. Et ça, tu peux si tu te relies aux autres, si tu crées un espèce de mode de vie artistique. Parce que seul, on ne peut pas grand-chose. Et moi, je me suis beaucoup relié, j'ai beaucoup défendu ça, mais j'ai défendu ça pas comme un truc moral, hein. C'est pas comme dire c'est mieux d'être collectif, comme un truc pratique. Je dis pas que c'est mieux, mais ça marche mieux. À court terme, c'est plus difficile, à long terme, ça marche mieux. Donc voilà, la scène guadeloupéenne, tu vois, je suis partagé, mais je pense qu'on connaît notre pays. Je suis partagé entre ce double sentiment, mais moi, je veux pas m'arrêter à de comment seraient ou sont les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes. Ça m'intéresse pas. Les défauts, je les connais. J'ai été élevé là-dedans. J'aime les miens, y compris avec leurs défauts. Maintenant, je veux dire, comment on fait pour avancer, c'est ça qui m'intéresse, quoi.